Sur la RTS nouvelle et dernière édition de ce jeudi 26 janvier 2017. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. En ouverture, le chef de l'État a effectué un déplacement à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor pour accompagner Adama Barrow. Le président gambien est rentré à Banjul après 10 jours passés à Dakar. Il avait les honneurs et avec la présence des autorités de la République. Omar Nying était à l'aéroport. En mobilisant la République pour accompagner le président Adama Barrow, le président Macky Sall élève encore la barre. Pendant 10 jours, il l'a accueilli à bras ouverts, répondant favorablement à la demande de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est le moment pour le nouveau président gambien de retourner au pays. Moment solennel. Les honneurs en témoignent. Dans le cœur du président gambien, une forte émotion, certainement, pour avoir reçu la solidarité légendaire d'un pays frère, avec l'accompagnement d'un président qui a été jusqu'au bout dans son engagement en faveur du retour de la légalité constitutionnelle dans ce pays frère. Une Gambie déjà prête pour accueillir Adama Barrow qui a quitté Dakar dans l'après-midi à bord de cet appareil de l'armée sénégalaise. Ce départ marque ainsi la fin de l'exil de Adama Barrow au Sénégal. Le président gambien a quitté Dakar pour son pays, la Gambie. Son départ a été organisé dans la plus grande discrétion. Fanta Badji était à la résidence où le président Adama Barrow était logé avec toute sa famille. 12 heures aux Almadies dans une villa cossue. À l'intérieur, le président Barrow avec sa famille et ses proches. La résidence est hautement sécurisée par l'armée et la gendarmerie sénégalaise. Sur place, tout est calme. Parfois, quelques membres de la famille entrent et sortent. Ils font monter leurs bagages dans ce camion du bataillon du train, aidés par les éléments de l'armée. 30 minutes avant, les affaires du président étaient acheminées à l'aéroport pour enregistrement. Pendant 2 tours d'horloge, rien ne bouge. La présence de la garde rapprochée à quelques jets de pierre de la résidence renseigne sur l'imminent départ de Adama Barrow. 15 heures, l'entourage proche du président s'active avec des éléments de la BIP. La dizaine de véhicules stationnés devant manœuvre. Cette petite agitation annonce la sortie du chef d'État gambien. 15h17, apparition des premières dames et des proches parents. Le protocole organise des départs. Pendant ce temps, les va-et-vient s'accentuent. À l'angle de la rue, la garde rapprochée est en position et attend le signal. 15h30 pile, le président Barrow sort de la résidence, direction l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où l'attendent le président Macky Sall et l'avion qui va le ramener en Gambie. Film du départ du président Adama Barrow. Le président Adama Barrow qui est bien arrivé sur ces images à Banjul. Le président gambien, comme vous le voyez, à bord de cet avion qui a atterri à Banjul. Il a été accueilli à son arrivée par une liesse populaire. Adama Barrow était au Sénégal depuis 10 jours, retranché à Dakar dans l'attente du départ de l'ancien président Yaya Jammeh qui contestait les résultats des urnes après avoir échoué à l'élection présidentielle du 1er décembre dernier. Et justement, la répartition des revenus tirés des ressources pétrolières fera bientôt l'objet
une loi qui va s'inspirer des meilleures pratiques dans le monde. C'est pour permettre aux populations de bénéficier des richesses qui seront issues de l'exploitation des ressources naturelles, comme le prévoit la nouvelle constitution à travers les nouveaux droits du citoyen sénégalais. Le sujet était au cœur de l'audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux qui s'est ouverte à la Cour suprême. Le récit de Pape Biram Biguendiaï. C'est un rendez-vous annuel, une tradition républicaine. L'audience solennelle des cours et tribunaux, dans ce haut lieu de la magistrature, où le glaive de la justice trône et traduit toute la puissance de la loi. À la Cour suprême, le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, réitère sa volonté de moderniser la justice avec le renforcement de son indépendance et sa capacité à garantir l'état de droit. C'est aussi l'occasion de mesurer toute la portée des nouveaux droits du citoyen, validés au soir du référendum de mars 2016 avec la réforme constitutionnelle afin d'assurer son application effective. L'alinéa 1 de l'article précité dispose « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration des conditions de vie. Les peuples ont donc la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations qui ne peuvent en être privées. Cette disposition constitutionnelle est en phase avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui vise les ressources naturelles pour faire de leur libre disposition un droit fondamental dit de troisième génération. » Tout doit alors être mis en œuvre pour éviter la spoliation de ces ressources naturelles au détriment du peuple. C'est sans doute cela qui explique les principes et objectifs à valeur constitutionnelle prévus à l'article 25-1, qui sont autant d'exigences à la charge des pouvoirs publics pour garantir et encadrer la souveraineté du peuple sur ses ressources naturelles. La gestion des ressources naturelles, qui en principe doit favoriser le développement durable, a, dans certains pays, occasionné des troubles graves, voire une guerre civile ou des incidents diplomatiques majeurs entre pays voisins. Monsieur le Président de la République, face à ces dangers potentiels, vos initiatives nous rassurent. Nous nous réjouissons de constater que dans le sens de l'anticipation des défis éventuels, vous mettez progressivement en place un dispositif adéquat. Innovation d'une réforme majeure qui vise à bâtir une société libre et prospère avec l'effectivité des nouveaux droits, permettre aux populations de bénéficier des ressources naturelles du pays, dont la plus grande transparence. J'accorde une importance particulière à la bonne gouvernance et à la transparence dans la gestion des ressources minérales. C'est cette même préoccupation d'une gouvernance qualitative du secteur extractif qui explique la création du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Petrogaz, dont la finalité est de favoriser l'exploitation optimale de nos ressources pétrolières et gazières au bénéfice des populations. En effet, la création du COS-Petrogaz traduit ma volonté d'assurer une gestion responsable et durable de nos ressources pétrolières et gazières en mettant l'accent sur la répartition équitable des revenus entre les générations actuelles et futures. Dans un avenir proche, nous soumettrons un projet de loi sur l'utilisation des revenus futurs du pétrole et du gaz selon une clé de répartition qui préserve l'intérêt des générations futures. C'est parce que les ressources naturelles appartiennent au peuple que le président de la République Macky Sall a décidé, à travers cette réforme constitutionnelle, d'accorder aux citoyens le droit aux richesses provenant de cette exploitation. Et dans cette perspective, le barreau du Sénégal compte jouer sa partition
et répondre ainsi à l'appel du chef de l'État à travers son implication dans les négociations de signature des contrats. La réforme vise également à préserver le patrimoine foncier des populations, surtout en milieu rural. Plus de justice sociale avec une répartition équitable des fruits de la croissance, c'est cela l'ambition du président Macky Sall qui prône l'équité dans la gestion des affaires publiques. Les nouveaux droits dans la Constitution, c'est le thème que le chef de l'État a proposé pour la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Des observateurs et acteurs de la justice ont apprécié à sa juste valeur l'actualité du thème et sa pertinence eu égard à l'option démocratique que notre pays a mise en place. Dans les différents discours prononcés par le substitut général près la Cour d'appel, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, monsieur le procureur général et même monsieur le premier président de la Cour suprême, on a défini les nouveaux droits. Ces nouveaux droits sont définis dans la Constitution. Il s'agit du droit à un environnement sain, il s'agit du droit à un foncier, au foncier bâti. Il s'agit surtout du droit des populations sénégalaises à disposer de leurs ressources naturelles. C'est clair, le président de la République est revenu pour l'application effective de ces droits. C'est un thème d'actualité. C'est un thème d'actualité qui marque une évolution dans l'émancipation de notre justice à travers certaines réformes fondamentales portées par la nouvelle Constitution. En tant que magistrat, en tant qu'ancien membre de la Cour suprême, j'ai été également très attentif au discours prononcé par le premier président de la Cour suprême, qui a replacé la justice dans son contexte et qui a redéfini le rôle du magistrat dans la société. Le thème d'abord a beaucoup retenu mon attention parce qu'il porte sur une question d'actualité, les nouveaux droits. Certains Sénégalais avaient pensé que derrière ce concept se cachaient des choses qu'on ne pouvait pas expliciter. Je pense qu'il est clair, d'ailleurs depuis très longtemps, que dans les nouveaux droits, il n'est pas question de droits pour les homosexuels, que les nouveaux droits portaient sur le droit que pouvait revendiquer le citoyen de disposer d'un environnement sain, le droit aussi de pouvoir jouir des ressources naturelles du Sénégal, mais aussi le droit de pouvoir disposer de terres pour soi-même dans des conditions que la loi se fixera, se déterminera. C'est un thème d'une brûlante actualité. Les nouveaux droits dans la Constitution, c'est une Constitution qui a été récemment adoptée, c'est en mars 2016, on est en janvier 2017, donc c'est tout à fait nouveau. Maintenant, ce qu'il y a lieu de relever, c'est que cette nouvelle Constitution, en tout cas, embrasse des questions assez intéressantes par rapport aux droits et libertés des citoyens. Lorsque ça pose les droits fondamentaux des citoyens, c'est nécessairement intéressant, notamment les droits à un environnement sain, un droit à la propriété foncière et un droit aux ressources naturelles. Donc vous savez, chacun de ces sous-thèmes-là pouvait servir de sujet pour la rentrée solennelle des cours et tribunaux. C'est vous dire simplement qu'il s'agit d'un sujet qui était assez vaste, mais il fallait pour nous circonscrire de sorte que l'on ne puisse pas dépasser un certain nombre d'heures. C'est un sujet assez vaste, un sujet circonscrit pour effectivement répondre aux besoins des citoyens. Et c'est Nafissatou Diouf qui a recueilli les propos de ces différentes personnalités, rapprocher la justice et surtout le barreau de tous les Sénégalais. C'est le vœu formulé par le bâtonnier pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice. L'équité territoriale est un des chevals de bataille du président de la République. Maître Sidiki Kaba répond ici aux questions de Nafissatou Diouf. D'abord, je pense que c'est une question très importante qui a été abordée. Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a insisté sur la notion d'équité territoriale. Il est important qu'il n'y ait pas de discrimination du point de vue du droit entre les différents citoyens selon qu'on est né à Dakar ou dans certaines grandes régions ici et ceux qui sont dans les zones périphériques. Il a longuement insisté sur ça. Une des pistes de réflexion entre le barreau du Sénégal et donc le gouvernement, c'est de voir dans quelle mesure on peut permettre aux avocats d'aller
s'installer dans des zones qui ne sont pas seulement Dakar, où l'essentiel de l'activité est là. Cela suppose qu'il faudrait évidemment agir sur le montant de l'indemnité juridictionnelle, l'aide juridictionnelle donnée aux avocats pour soutenir les personnes les plus démunies. Cela signifie également aussi qu'il faudrait voir dans une certaine mesure comment on peut développer l'activité économique dans toutes ces régions. Bref, une réflexion d'ensemble afin d'atteindre l'équité territoriale. Et puis ce communiqué de presse signé par Mansour Eliman Khan en charge des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Le ministre communique qu'un accident s'est produit sur la route nationale dans le département de Malem-Hodar, région de Kaffrine, dans la matinée de ce jeudi 26 janvier 2017 vers 8h40. Un camion-citerne provenant du Mali et un minicar de 19 places immatriculé au Sénégal qui roulait dans le sens de Kaffrine, Malem-Hodar sont rentrés en collision à hauteur du village de Badianen. Le bilan de cet accident de la route est de 16 morts et 16 blessés, dont 13 graves. Les blessés sont pris en charge au niveau des hôpitaux de Kaffrine et de Kaolack. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, M. Mansour Eliman Khan, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et il souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Cependant, le ministre en charge des transports terrestres condamne les comportements dangereux des conducteurs sur les routes car l'accident en l'occurrence serait dû à un dépassement risqué tenté par le conducteur du minicar de transport qui avait à son bord 29 passagers au lieu de 19 autorisés, soit une surcharge de 10 personnes. Le ministre rendra visite aux blessés ce vendredi 27 janvier 2017 à Kaolack et à Kaffrine pour leur témoigner la compassion de l'État du Sénégal et toute l'attention affective que le président de la République et le gouvernement accordent à ce drame. C'est un communiqué signé Mansour Eliman Khan, le ministre en charge des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, vers la création de 200 nouvelles petites et moyennes entreprises au Sénégal et le renforcement de l'existant. L'Agence française de développement vient de mettre sur la table 10 milliards de francs CFA pour accompagner la mise à niveau et le renforcement du tissu des petites et moyennes entreprises, et ce dans 3 régions du Sénégal. Près de 5000 emplois attendus. C'est ce qui ressort de la signature de conventions en présence des autorités de l'Agence française de développement et du ministère en charge de l'économie, des finances et du plan. Détail et explication avec vous, Abibou Maïa. Du sang neuf injecté dans les entreprises sénégalaises, un nouveau souffle pour faire tourner les machines des petites et moyennes entreprises. La signature apposée de l'AFD indique la voie tracée par le ministre de l'économie et des finances pour booster l'économie sénégalaise à travers la mise à niveau des PME, surtout celles situées dans les zones de départ des migrants. Stopper ce phénomène, c'est d'abord mettre les conditions de travail et de création de richesses à travers les PME. Le premier projet est une subvention de 9,812 milliards destinée à pérenniser les activités du programme de mise à niveau des entreprises sénégalaises initié depuis 2005 par le gouvernement du Sénégal. Il favorisera ainsi l'extension de la couverture nationale des programmes de mise à niveau des entreprises dans les régions les moins prospères, qui sont aussi les principales zones de départ des migrants: Casamance, Vallée du fleuve Sénégal, Louga, Matam, Sud-Est. L'Agence française de développement, très active, consolide la coopération franco-sénégalaise, dont les 24 conventions de financement depuis le groupe consultatif de Paris avoisinent les 327 milliards. Cette convention vise à rendre plus performantes les paiements. Cet appui à hauteur de un peu plus de 15 millions d'euros, 9,8 milliards de francs CFA. Et ce programme de mise à niveau contribue au développement du tissu des PME sénégalaises. C'est de soutenir la création de richesses nationales, d'emplois locaux. C'est tout à fait conforme à l'objectif du plan Sénégal émergent. Nous voulons contribuer à la création d'un tissu de PME sénégalaises solide
qui participent au rayonnement, à l'attractivité du Sénégal. Quant au bureau de mise à niveau, il table déjà sur des centaines de nouvelles paiements et des milliers d'emplois. Aujourd'hui, l'objectif est de créer pratiquement 200 nouvelles entreprises pour les 4 prochaines années, sans compter qu'il faudra renforcer les entreprises existantes. Et donc, c'est dire que l'objectif est ambitieux. Il s'agit de valoriser les potentialités locales. Donc, l'emploi sera au cœur de cette stratégie. L'emploi sera au cœur de cette nouvelle relation de confiance entre l'AFD et le gouvernement du Sénégal à travers le bureau de mise à niveau. Mais l'emploi aussi sera la finalité. La deuxième convention, estimée à 334 millions de francs CFA, est orientée vers les collectivités locales pour les renforcer dans la mobilisation des ressources fiscales locales. Principal bénéficiaire, le projet d'appui à la gouvernance des institutions publiques, PAGIS, pour ouvrir une nouvelle page. Nous restons dans l'environnement de la finance. Depuis les années 1940, nos pays n'ont connu que cela, le franc CFA. Autrefois, franc des colonies françaises et africaines, aujourd'hui, franc de la communauté financière africaine. 70 ans d'existence, une garantie de stabilité pour certains, un frein au développement pour d'autres. Ce débat sur le franc CFA est très animé un peu partout dans les 15 pays de la zone franc. Parole aux débatteurs dans la rubrique économie. On est en pleine colonisation lorsqu'en 1945, le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, est créé. 1960, la décolonisation sonne, l'acronyme reste, mais la définition change. Franc CFA, désormais, franc de la communauté financière d'Afrique. Les années passent, la monnaie fait son chemin, arrimée à l'euro, avec bien des dispositifs et conventions. Naturellement, plus de 65% de nos réserves de change sont versées au niveau du compte de trésor public français. Deuxième dispositif, oui, le franc CFA est fixé par rapport au franc français. Et actuellement, c'est par rapport à l'euro. 1 euro va valoir 655,957 francs CFA. Et dans les mêmes dispositifs, on a une libre circulation des capitaux. Un système, avantage pour certains, inconvénient pour d'autres. Le premier avantage, c'est la convertibilité du franc CFA. Par exemple, à passer du franc CFA vers une autre devise, c'est facile parce qu'on passe par l'euro. Mieux encore au niveau des avantages, effectivement, le cadre macroéconomique est sain. Et si vous regardez, le taux de croissance ne cesse d'augmenter, on maîtrise notre inflation et notre déficit budgétaire. Mais quand même, les inconvénients aussi peuvent naître à partir de là. Le fait de fixer le taux de change, 1 euro vaut 655,957. Ça bloque un tout petit peu les politiques économiques parce qu'on sait très bien qu'on peut se développer. On peut utiliser une politique monétaire ou une politique budgétaire, mais en régime de change fixe, toute politique monétaire est inflationniste. En cours dans une quinzaine de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, aujourd'hui plus que jamais, le franc CFA soulève un débat d'experts. Moi, je défends l'idée qu'il est impossible, en tout cas très peu probable, que nos pays puissent se développer en maintenant le franc CFA. Parce que le franc CFA est une monnaie qui a beaucoup d'inconvénients et très peu d'avantages. On peut dire d'abord que c'est une monnaie qui est forte. Et lorsque vous avez une monnaie forte, ça veut dire que c'est une monnaie qui agit comme une taxe sur vos exportations. L'autre aspect, c'est aussi que dans la zone franc CFA, il y a très peu de financement bancaire de l'économie. Vous prenez le cas des 8 pays de la zone UEMOA, le ratio crédit à l'économie sur PIB, produit intérieur brut, c'est de moins de 25%. Dans la zone CEMAC en Afrique centrale, pour les 6 pays, le ratio est en moins de 13%. Pour ou contre le franc CFA, le débat semble se poser en ces termes. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui l'assimilent à de la servitude ont leurs arguments. Ceux qui sont contre le franc CFA ne sont pas pour le chaos monétaire. Ils disent juste que nous voulons le développement et nous voulons avoir une monnaie qui permet ce développement-là. Mais on ne veut pas d'une monnaie comme le Naira ou bien comme la monnaie guinéenne. Ce qu'il faudrait, c'est
relâcher certaines contraintes en fait associées au système franc CFA et tendre graduellement vers la monnaie unique CEDEAO. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que de manière générale, ceux qui sont pour le maintien du franc CFA, ils ont juste des arguments pragmatiques. C'est-à-dire, ils disent le franc CFA, c'est bon, c'est stable, et donc voilà. Si vous sortez, vous serez comme la Guinée. Mais le problème, c'est qu'au moment des indépendances, il y a eu des pays qui faisaient partie de la zone franc, qui en sont sortis et qui sont dans une situation beaucoup plus enviable que tous les pays de la zone franc. Par exemple, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie étaient tous dans la zone franc. C'est pourquoi nous invitons au débat. Mais un débat dépassionné. Le débat est ouvert et les idées ne manquent pas. Je ne pense pas qu'il faille réellement se départir d'une manière très brutale. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que la masse monétaire dépend du PIB. Et ça, c'est pas facile de l'éliminer. Ce qu'on peut faire, c'est de négocier à nouveau, à mon humble avis, avec les Français. N'oubliez pas qu'au niveau du compte du Trésor public français, nous avons nos réserves là-bas. Et ça, c'est pas normal. Dans tous les pays du monde, jamais une banque centrale ne puisse avoir un compte d'opération dans la caisse de l'État. Donc on doit tout faire pour éliminer cette caisse de l'État dans un premier temps. Ce n'est pas demain, la veille de la fin du débat, mais il a le mérite d'être posé plus de 70 ans après. Arrivera-t-on à réformer le franc CFA ou irons-nous vers une autre monnaie unique? Un débat animé dans toute la zone franc. Après le débat sur le franc CFA, nous parlerons de la journée internationale de la douane. Cette journée a été célébrée à Dakar, à l'instar de leurs collègues du monde entier. La douane sénégalaise a axé cette réflexion sur l'analyse des données au service de nos frontières. Ousmane Doy nous en parle. Journée internationale de la douane, thème choisi cette année, l'analyse des données au service de la gestion efficace des frontières. Un thème qui cadre bien avec les efforts des hommes et des femmes travaillant dans les administrations douanières. Le ministre de tutelle se félicite du choix de ce thème et appelle à plus de rigueur dans la gestion des frontières. C'est pourquoi je voudrais saisir au nom du ministre de l'économie, des finances et du plan l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour vous adresser les félicitations de son Excellence, le Président de la République, ainsi que celles du gouvernement. Connaissant votre abnégation et votre sens du devoir, je demeure convaincu que vous allez préserver et persévérer dans la voie de l'excellence qui est votre credo afin d'accompagner le plan Sénégal émergent. De l'avis du directeur général des douanes sénégalaises, il faut communiquer, partager l'information pour mieux coopérer. Nous sommes dans la modernité. Je pense déjà à tous les outils informatiques que nous utilisons, qui constituent en fait nos outils de base de travail. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'étendre le système, l'outil informatique, de le généraliser sur l'ensemble du territoire national, de façon à ce que même les bureaux intérieurs, dans les bureaux intérieurs, le dédouanement se fasse électroniquement. On y travaille, on va y arriver. Et il y a aussi beaucoup de logiciels que nous avons dans le cadre de la modernisation, que nous avons intégrés, qui facilitent, qui contribuent à davantage faciliter le travail des douaniers et le travail des opérateurs économiques. Le thème de cette année, rappelons-le, donnera un élan nouveau à la douane sénégalaise, car l'efficacité économique de la gestion de nos frontières impactera sans nul doute sur le taux de croissance économique. Et le Sénégal veut tirer profit du commerce électronique. La question du e-commerce sera évoquée en décembre prochain en Argentine lors de la 11e conférence ministérielle de l'OMC. Le comité d'organisation des négociations commerciales internationales a engagé la réflexion sur la position du Sénégal. Ce comité prépare également un programme de révision pour le Sénégal qui doit subir son premier examen de politique commerciale. On en parle avec Rougia Touba. Le Comité national des négociations commerciales internationales à l'épreuve de la réflexion et de la planification. Il doit présenter le candidat Sénégal au premier examen conjoint des politiques commerciales des pays membres de l'UEMOA, prévu en octobre prochain. L'examen de politique commerciale fait partie des moyens d'assurer la transparence entre les
un peu la cohérence de sa politique par rapport aux engagements internationaux et permet également aux pays membres de l'OMC d'être en mesure d'apprécier le niveau de respect des engagements du pays. Le Comité national des négociations commerciales doit également définir les positions de négociation du Sénégal à la prochaine conférence ministérielle de l'OMC et il a choisi de surfer sur le commerce électronique pour rester connecté au marché international. En ce qui concerne la préparation du Sénégal, vous savez, il y a un indice que sort tout le temps, tous les 2 ans, la CNUSET pour mesurer l'état de préparation d'un pays au commerce électronique. Et donc l'indice pour 2016 a montré que le Sénégal était occupé la 91e place sur 137 pays. Et donc c'est le 8e pays en Afrique. Mais il y a un travail à faire au niveau national pour permettre à notre pays de tirer réellement profit du commerce électronique. La réunion du comité négociation commerciale internationale fait aussi le point sur les positions relatives à la création de la zone de libre-échange continentale avec l'assistance technique du programme de cadre intégré renforcé. La zone de libre-échange continentale est un cadre extrêmement important parce qu'il s'agit de libérer les échanges et la circulation des personnes à l'échelle continentale. C'est une décision qui a été prise par les chefs d'État de l'Union africaine de développer davantage le commerce à l'échelle du continent. En quoi faisant, donc libéralisant, supprimant progressivement les tarifs de douane et les barrières non tarifaires. Les pays membres de l'UEMOA devront trouver un accord sur la zone de libre-échange continentale au plus tard, en décembre prochain. Le ministre du Commerce et la Commission Santé de l'Assemblée nationale ont effectué une visite à l'entreprise Nestlé. La délégation a fait un tour dans l'usine de production du bouillon Maggi, visite guidée d'Amsila. Cette visite du ministre du Commerce et de la Commission Santé de l'Assemblée nationale a pour but d'apporter des réponses claires aux nombreuses questions longtemps posées par les populations et les élus du peuple. À savoir, est-ce que les bouillons consommés au Sénégal sont bons pour la santé? Après une visite dans les différentes chaînes de production du bouillon Maggi, voici la réponse. On a vu une installation de qualité, on a vu une société professionnelle, on a vu également une société transparente. L'ensemble des composants de ce produit sont là et disponibles et je crois que c'est important que l'ensemble des industries également puissent le faire. Le comité national du Codex Alimentarius, logé au ministère en charge de la Santé, nous a fait faire une étude par des experts brillants. L'analyse scientifique nous indique clairement que les bouillons n'ont pas un impact sur la santé des consommateurs. La délégation va poursuivre la visite dans les autres entreprises de production de bouillon au Sénégal. L'objectif est de voir si elles respectent les normes requises, à l'image de Nestlé. L'impression que nous avons eue aujourd'hui, elle est exacte. Je crois qu'ils nous ont amenés dans tous les recoins de l'usine et quelqu'un qui n'est pas dans les normes aurait caché. Donc s'ils ont eu le courage de nous amener jusqu'au lieu de fabrication depuis le début du processus jusqu'à la fin, et parce qu'ils ont confiance d'abord en ce qu'ils font. Après Nestlé, nous irons visiter d'autres industries la semaine prochaine. Et pour dire simplement que le gouvernement sera vigilant, sera également ferme sur le respect strict justement de cette norme pour la préservation de la sécurité de nos consommateurs. Nestlé est une entreprise mondiale créée en 1887. Elle intervient dans le domaine de l'agroalimentaire. Au Sénégal, Nestlé commence à commercialiser le bouillon Maggi depuis 1961. Pour un repas de 6 personnes, nous indiquons à ces dames d'utiliser seulement 2 tablettes, c'est-à-dire 2 unités pour un plat de 6 personnes. Il ne faut pas rajouter de sel. Et c'est en ces termes-là que nous contribuons à notre manière à la sensibilisation des consommateurs ici au Sénégal. Nestlé reste le partenaire privilégié des autorités du Sénégal. Toutes les questions qui préoccupent les populations par rapport au bouillon et leurs conséquences sur la santé. Au vu des réponses fournies, les visiteurs sont repartis avec le cœur net. L'ANER, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, a donné 12 balises solaires aux structures de formation qui s'intéressent aux énergies renouvelables. Le coût de cette opération est estimé à près de 20 millions de francs CFA. Ces kits pédagogiques visent à mettre dans le bain les étudiants des différents centres bénéficiaires. Hamidou Diop nous en parle. Ces 12 valises solaires sont destinées aux centres de formation professionnelle et technique
et autres départements qui s'intéressent aux énergies renouvelables. L'ANER, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, a dépensé à peu près 20 millions pour doter aux écoles de formation ces équipements très essentiels. Ces centres de formation, en tout cas pour la plupart, jusqu'au niveau des universités, ils faisaient de la formation théorique, mais il n'y avait pas d'équipement pédagogique pour amener les étudiants à comprendre ce qu'ils apprennent théoriquement. On s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse doter de ces laboratoires-là des kits solaires pédagogiques pour permettre aux étudiants effectivement de mettre la main, comme on dit, dans la pâte. Avec le choix stratégique de donner au mix énergétique toute son importance dans la carte d'accès de l'énergie, il est essentiel de mettre à la disposition des étudiants des outils destinés à renforcer la pratique. Ces équipements vont sans nul doute contribuer à assurer une formation de qualité dans le cadre de cet important projet de certificat de spécialité. Le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables accueille à bras ouverts cette vision nouvelle et cet esprit de collaboration. Et il faut que le monde universitaire, le monde de la recherche puisse jouer pleinement son rôle à cet égard. D'où l'intérêt de cette rencontre avec le monde universitaire et le monde de la formation professionnelle par un appui à travers des valises pédagogiques qui est un premier pas. Je pense que l'ANER a d'autres ambitions sous ce regard et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous pourrons voir effectivement des actions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus d'importance. Pour coller à cette forte volonté politique, le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé dans la foulée l'inauguration très prochainement d'une centaine de laboratoires à travers tout le pays. Vous avez certainement rectifié ces 12 valises et non 12 balises qui ont été remises à l'ANER du nom de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Et puis, selon tout autre registre, le gouvernement du Sénégal va investir plus d'1,3 milliard de francs CFA dans les 2 ans à venir dans la région de Kaolack. L'annonce est du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, était en visite de chantier dans la région. Pape Kolingom. La carte scolaire de la région de Kaolack va bientôt changer de visage. Avec l'avènement du projet d'amélioration de la qualité de l'équité dans l'éducation de base, les constructions scolaires poussent à un rythme soutenu. 13 milliards 353 millions de francs CFA investis de 2012 à 2016 a permis, entre autres, la construction de 722 salles de classe, de 87 blocs administratifs, 157 blocs d'hygiène et 70 points d'eau dans l'élémentaire. Avec ces nouvelles constructions scolaires, les problèmes liés à l'accès et à la qualité sont en passe d'être résolus. On va dire qu'on avait un établissement de primaire. Aujourd'hui, on a un vrai lycée. Et nous voudrions vraiment le remercier pour ça. Ces chantiers constituent une bouffée d'oxygène pour la communauté éducative du lycée Ibrahima Diouf. Nous avons démarré cette école dans l'exiguïté. Un seul bâtiment administratif comprenant tout simplement 3 bureaux pour un personnel aussi important, ce n'est pas évident. Dans le cadre de la promotion de l'enseignement des sciences, Kaolack est aussi bien loti en infrastructure avec des équipements modernes. Nous sommes ici au niveau du bloc scientifique et technologique de Kaolack, construit dans le cadre du paquet, avec un coût global de 147 millions TTC. Si on construit des blocs scientifiques, peut-être ça nous arrange parce que, surtout en SVT, il faut qu'on ait des matières, surtout dans le labo, on fait des théoriques et des pratiques. Sur les 2 ans à venir, le dispositif existant sera renforcé et élargi. Il est projeté entre 2017 et 2019 un montant de 1 milliard 382 millions de francs CFA. Le ministre de l'Éducation nationale a terminé son séjour à Sob, dans la commune de Dia. Ici, Serigne Mbaye Thiam a procédé à l'inauguration d'une école élémentaire entièrement réhabilitée et équipée par la Fondation Sonatel. La GEROUTE, l'agence d'exécution du ministère des Transports, déroule actuellement un important programme d'entretien des routes. Parmi les routes ciblées, il y a celle de la commune de Yen et l'axe Padoua-Malixi. Compte rendu signé Hamidou Diop.
Le Sénégal s'est résolument engagé dans un nouveau modèle de développement économique et social qui vise l'émergence. Les orientations du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement s'articulent autour de la réalisation de plusieurs projets routiers et autoroutiers et la mise en œuvre du programme national de routes rurales et visant à désenclaver les zones rurales. Pour un bon suivi, un important programme de travaux pluriannuels d'entretien des routes revêtues est mis en œuvre par l'AGEROUTE à travers les 14 régions du pays. L'année 2016, on a eu à intervenir sur 33 km de route quand même au niveau de la région de Dakar. Et les travaux ont porté sur la zone de Yen où la route de Yen Touab Diallo a été complètement réhabilitée. Le programme en cours d'exécution entre dans le cadre des travaux pluriannuels d'entretien des routes revêtues dans la région de Dakar, Dakar Centre, Dakar Banlieue, en passant par Rufisque Yen jusqu'à Sébikotane. Dans la commune de Yen, c'est un ouf de soulagement pour les populations. Compétence bi ci 120 tonnes lay compété. Pan poids boo jaar ci 120 tonnes. amul 40 tonnes sax amu fi ay 40 tonnes 25 tonnes. yàqu-yàqu bi dafa demoon ba suñu élèves yi sax bu ñu añee war a gontu ji du ñu am oto bu leen yóbbu. En dehors de son rôle premier de pénétrant de Dakar, l'axe Patte-d'Oie-Malick Sy supporte une grande partie des travaux urbains et interurbains. Pour plus de sécurité et pour la réduction des accidents sur l'autoroute entre la Patte-d'Oie et l'avenue Malick Sy, l'AGEROUTE procède au remplacement des glissières métalliques par des glissières à béton. Le ministère des Infrastructures a constaté effectivement que sur cette route nationale, sur cette autoroute Malick Sy Patte-d'Oie, il y avait quand même des accidents récurrents liés surtout aux automobilistes qui faisaient demi-tour sur la route et qui ont peu utilisé en tout cas cette autoroute dans les doubles sens. Conscient de cet état de fait, l'AGEROUTE a initié le projet de remplacement des glissières métalliques par des GBA, ce qu'on appelle nous dans notre jargon glissières en béton armé, qui présentent un aspect beaucoup plus sécuritaire mais également esthétique. Permettre aux usagers de rouler sur des routes de bonne qualité en toute sécurité et la modernisation des transports constitue l'une des priorités du gouvernement du Sénégal, conformément aux objectifs fixés par son Excellence le président Macky Sall dans le plan Sénégal émergent. Investissement pour améliorer la mobilité urbaine, Dakar suffoque avec une occupation anarchique de voies publiques. L'encombrement des espaces publics est devenu un phénomène inquiétant dans la capitale sénégalaise. L'encombrement à Dakar, un sujet signé Oreicham. Ça déborde d'un peu partout. L'encombrement des espaces publics à Dakar est devenu une triste réalité que les Dakarois vivent au quotidien. Et que ce soit pour la circulation, le stationnement interdit, l'occupation anarchique des parkings publics ou tout simplement des trottoirs transformés en dépotoirs de fer et de ciment aux grandes dames des piétons qui ne savent plus à quel sens se vouer. Vraiment, on a énormément de problèmes avec cette occupation de la voie publique là. Bon, il y a des voitures qui garent vraiment anomalie et puis les gens aussi, ils occupent la voie publique d'une manière vraiment très anarchique. Ça porte un préjudice énorme puisque s'il y a un embouteillage ou bien il y a une occupation anarchique, la circulation n'est plus fluide, donc ça crée des embouteillages de gauche à droite, par-ci, par-là, on voit des gens garés comme n'importe comment, comme ils veulent, ou bien tu es obligé de garer ta voiture et prendre le marcher à pied. Il n'est pas rare de voir un chantier privé débordant sur la voie publique sans aucune interdiction. C'est ça aussi le problème, parce que pour mettre des tas de sable comme ça, je pense bien qu'il faut demander une autorisation et si elle est donnée, on n'y peut rien. Je pense que ça c'est injuste et c'est pas logique aussi, il n'y a pas d'espace pour les voitures et les gens. Bon, pour moi, c'est pas juste. Il faut que les gens sachent où ils vont mettre leurs bagages. Pourtant, le plan directeur de l'urbanisme aurait pu permettre de faire respecter la loi, mais faute d'application, le désordre persiste dans nos rues. Vous allez dans n'importe quelle ville africaine, vous trouverez toujours de l'encombrement, c'est-à-dire l'occupation irrégulière des espaces publics. Mais souvent, c'est lié
au fait qu'on n'applique pas les règles d'urbanisme, c'est-à-dire les plans directeurs d'urbanisme qui ont été réalisés avec les plans d'occupation des sols n'ont jamais été respectés. Il faut donc relancer et donner beaucoup plus de pouvoir à la DSCOS et pour que cette structure qui est une espèce de gendarme de l'occupation de l'espace dans les villes puisse devenir un avantage pour l'organisation de l'occupation de l'espace dans nos villes. Aujourd'hui, les espaces publics croulent sous le poids d'une occupation anarchique qui porte gravement atteinte à notre cadre de vie et les trottoirs ont presque disparu par endroits dans la capitale sous le regard impuissant des usagers. Et puis, 5 régions sur les 14 que compte le pays ont organisé les journées de suivi de l'enfant. Elles ont ainsi offert aux enfants de moins de 5 ans un paquet de services comprenant la vaccination, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage. D'autres actions visant la promotion de l'allaitement maternel et de l'hygiène ont été menées. Avec nous, on en parle avec Omar Diaw. Une semaine durant, il a été question de campagne pour la survie des enfants de 0 à 59 mois. Cette tranche, qui fait 19% de la population générale du Sénégal, a retenu l'attention des autorités sanitaires dans 5 régions. Ce sont les régions de Fatick, Tambacounda, Kédougou, Louga et Matam. Les autres 9 régions sont déjà en routine. Si elles ont été choisies, c'est pour améliorer les indicateurs de santé et combler leur retard relatif. Un paquet de services est offert aux enfants de moins de 5 ans. Vaccination, posée, supplémentation en micronutriments, déparasitage, dépistage précoce des affections prioritaires. Parmi ces affections prioritaires, les diarrhées et les infections respiratoires aiguës. Autre élément important du paquet, la promotion des pratiques familiales essentielles, telles que l'allaitement maternel, l'hygiène et l'alimentation complémentaire. Ces journées sont aussi celles des bàjjenu gox. bala nga dégg turu bàjjen xale dafa jooy ci biir kër kon ñoo moom yëfi bàjjen nekkul ci kër gu amul xale. Le paquet de services dépasse le cadre purement médico-nutritionnel. Il y a aussi l'enregistrement des naissances. On réfère les enfants non enregistrés. C'est très important pour le système de santé également. Pour dire qu'il s'agit d'une action d'envergure dont l'objectif général est d'assurer les conditions de survie du plus grand nombre d'enfants. Ces journées sont annuellement organisées depuis 1999. Général des impôts et domaines a organisé la première édition de la fête de l'excellence pour magnifier le travail des meilleurs élèves de la Médina. L'objectif étant d'encourager les élèves à promouvoir le culte de l'excellence. Cérémonie présidée par le ministre Seydou Gueye, reportage de Ourey Thiam. C'est dans une grosse ambiance que ce mécène, digne fils de la Médina, est revenu dans son quartier pour fêter l'excellence avec les 100 meilleurs élèves de la commune. Lui, c'est Cheikh Ahmadou Tidiane Ba, DG des impôts et domaines et PCA de l'association Proxim Jem. Et son ambition est d'accompagner les jeunes de la Médina à trouver leur voie à travers la réussite scolaire et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Cette manifestation est une occasion pour montrer aux jeunes de la Médina que le rêve sénégalais existe. Nous avons la possibilité, malgré des moyens très infimes, malgré un environnement très difficile, nous avons les moyens de réussir dans la vie quand on est né à la Médina. Je pense que les enfants l'ont très bien compris et nous espérons qu'ils suivront ces exemples-là. Désormais, les meilleurs élèves de la Médina pourront compter sur le soutien de leurs parents Cheikh qui ne cessent d'œuvrer au quotidien pour que les couches les plus vulnérables de la Médina puissent s'en sortir dignement. La première édition de la fête de l'excellence a été belle, rehaussée par la participation d'une palette d'invités porteurs d'un seul et même message qui est celui de la dynamique unitaire au sein du quartier pour redonner à la Médina tout son lustre d'antan. Des sports, les quarts de finale Sénégal-Cameroun, c'est dans 48 heures à Franceville. Le 12e Gaïndé local est renforcé par les supporters venus du Sénégal et d'autres pays africains. Tous tirent dans le même sens et comptent pousser les Lions vers la victoire. Le point avec notre envoyé spécial Pape Madi Diop. Sur les gradins du stade de rénovation de Franceville, ils mettent de l'ambiance. Leur mobilisation en jour de match est sans faille et exceptionnelle. À
à cette 31e édition, le 12e Gaïndé, est représenté par ses différents démembrements. Ousmane Gaye, secrétaire général chargé des NTIC de Libreville. Nous sommes au nombre de 50 qui sont logés ici à Franceville, mais cependant nous avons aussi d'autres supporters qui viennent assister le jour du match et reprennent le vol en soirée ou bien le lendemain. Yero Ndiaye, chargé de l'organisation 12e Gaïndé Cameroun. Nous sommes venus au nombre de 46 pour l'instant, mais on a encore 40 qui vont venir. Mor Kébé, on vient de la Côte d'Ivoire. Nous sommes un effectif d'une trentaine de personnes. On est venu accompagner les Lions du Sénégal pour la victoire finale. Abdoulaye Cham, plus connu sous le nom de Cham 12e Gaïndé. Il y a une cinquantaine venant de Dakar. Et il y a au moins 100 ou 200 qui attendent pour la finale. C'est Daoud Ndiaye, coordonnateur du 12e Gaïndé, ici à Franceville. Nous tournons autour de 2000 supporters, entre 1500 et 2000 supporters que nous avons pu mobiliser. Pour les quarts de finale samedi contre les Lions du Cameroun, les supporters des Lions du Sénégal affichent confiance et livrent leur sentiment. Ça va être un peu dur parce que nous avons des jeunes joueurs vraiment qui sont en actif, en action aussi, qu'on a confiance à 100%. Ce sera un classico d'une très grande fracture. Le score? Pronostiquer, ce sera un peu difficile, mais je pense que le Sénégal fera 2-0. Quand deux lions se battent, ou bien se rencontrent, forcément il y a un lion qui va gagner. Mais cette fois-ci, nous on a la teranga, et on a la force, et les autres ils n'ont que le lion. Je pense qu'on a 2 contre 1. On va gagner par 2-0 parce que le Cameroun a une dette envers nous. Ah bon? Ah oui, on va les massacrer, Inch'Allah. Nous sommes venus pour remporter la victoire finale. Nous sommes confiants, vous nous avez trouvé en réunion. Pour ce match des quarts de finale, le 12e Gaïndé compte mettre tous les atouts de son côté pour pousser les Lions vers le sursaut. 2000 supporters mobilisés pour pousser les Lions vers le sursaut. Vous l'avez dit, Pamadi Diop. Et pour finir, l'entraîneur du Cameroun, Hugo Bross, estime que le Sénégal est la meilleure équipe du premier tour. Toutefois, il croit aux chances des Lions indomptables. Un groupe jeune, sans grande star, mais avec un grand mental. On en parle avec vous, Seydina Lundigo. Les Lions du Cameroun n'ont finalement pas été domptés par les blessures intérieures. La cascade de défections, les imperfections dans la gestion du groupe, l'absence de leader n'ont pas eu raison sur l'ambition d'une nation qui ne peut se permettre de jouer les seconds rôles en CAN. L'entrée timide face au Burkina Faso a été effacée par la victoire au forceps devant la Guinée-Bissau, suivie d'un match nul miraculeux devant le Gabon, synonyme d'élimination du pays organisateur. On a fait encore comme on dit au Cameroun, des AVC. C'était vraiment, même nous sur le terrain, on a vu ça comme la mort en fait. C'était vraiment difficile à accepter. Mais comme je dis, il y a quelqu'un qui veille sur nous là-haut et ce soir il a vraiment sorti le bâton magique. C'est arrivé en fin de match, on a eu peur, mais voilà, c'est pas passé. Et je tiens à remercier aussi Fabrice pour l'arrêt qu'il fait en fin de match. Je pense que ça a soulagé tout le monde. Le Cameroun avance lentement mais sûrement vers son objectif avec des joueurs qui ne marquent pas les esprits mais affichent un supplément d'âme. La star, c'est l'équipe. Quand vous avez un groupe où chacun va apporter sa pierre à l'édifice, c'est très important. Donc il n'y a personne qui se prend la tête, il n'y a pas de stars. Mais vous savez, un joueur peut faire gagner un match, mais un groupe peut gagner un championnat. Et je pense que nous, aujourd'hui, on est un groupe solide, on est un groupe avec un bon état d'esprit. Je pense que ça va nous amener très loin. Une fois son adversaire en quart connu, Hugo Bross mesure la difficulté de la tâche. Face aux journalistes du pays du bilinguisme, son message se veut clair. Nous jouons contre le Sénégal et comme je l'ai dit la dernière fois, je pense que c'est la meilleure équipe jusque-là sur tout droit, sur tout ce que nous avons vu. Mais ça, c'est juste sur le papier. Si nous jouons contre le Sénégal comme nous l'avons fait avec le cœur et en évitant justement d'avoir un début catastrophique comme ça a été le cas aujourd'hui, et je pense que tout peut arriver et nous pouvons aller le plus loin possible. Something great for us in the quarterfinal.
Reconnaître la valeur de l'adversaire ne veut nullement dire que la mission est impossible. Non, c'est un match qui va être décidé après 90 minutes. Donc ça veut dire que tous les chances sont des deux côtés et on a du talent. Donc pourquoi pas être ambitieux et essayer de continuer et d'être en demi-finale. Se qualifier en demi-finale effacerait les désillusions d'un passé récent, indigne de la glorieuse histoire des Lions indomptables. Le duel de Lyon est inévitable dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Aujourd'hui, franc de la communauté financière africaine. 70 ans d'existence, une garantie de stabilité pour certains, un frein au développement pour d'autres. Ce débat sur le franc CFA est très animé un peu partout dans les 15 pays de la zone franc. Parole aux débatteurs dans la rubrique économie. On est en pleine colonisation lorsqu'en 1945, le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, est créé. 1960, la décolonisation sonne, l'acronyme reste, mais la définition change. Franc CFA, désormais, franc de la communauté financière d'Afrique. Les années passent, la monnaie fait son chemin, arrimée à l'euro, avec bien des dispositifs et conventions. Naturellement, plus de 65% de nos réserves de change sont versées au niveau du compte de trésor public français. Deuxième dispositif, oui, le franc CFA est fixé par rapport au franc français. Et actuellement, c'est par rapport à l'euro. 1 euro va valoir 655,957 francs CFA. Et dans les mêmes dispositifs, on a une libre circulation des capitaux. Un système, avantage pour certains, inconvénient pour d'autres. Le premier avantage, c'est la convertibilité du franc CFA. Par exemple, à passer du franc CFA vers une autre devise, c'est facile parce qu'on passe par l'euro. Mieux encore au niveau des avantages, effectivement, le cadre macroéconomique est sain. Et si vous regardez, le taux de croissance ne cesse d'augmenter, on maîtrise notre inflation et notre déficit budgétaire. Mais quand même, les inconvénients aussi peuvent naître à partir de là. Le fait de fixer le taux de change, 1 euro vaut 655,957. Ça bloque un tout petit peu les politiques économiques parce qu'on sait très bien qu'on peut se développer. On peut utiliser une politique monétaire ou une politique budgétaire, mais en régime de change fixe, toute politique monétaire est inflationniste. En cours dans une quinzaine de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, aujourd'hui plus que jamais, le franc CFA soulève un débat d'experts. Moi, je défends l'idée qu'il est impossible, en tout cas très peu probable, que nos pays puissent se développer en maintenant le franc CFA. Parce que le franc CFA est une monnaie qui a beaucoup d'inconvénients et très peu d'avantages. On peut dire d'abord que c'est une monnaie qui est forte. Et lorsque vous avez une monnaie forte, ça veut dire que c'est une monnaie qui agit comme une taxe sur vos exportations. L'autre aspect, c'est aussi que dans la zone franc CFA, il y a très peu de financement bancaire de l'économie. Vous prenez le cas des 8 pays de la zone UEMOA, le ratio crédit à l'économie sur PIB, produit intérieur brut, c'est de moins de 25%. Dans la zone CEMAC en Afrique centrale, pour les 6 pays, le ratio est en moins de 13%. Pour ou contre le franc CFA, le débat semble se poser en ces termes. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui l'assimilent à de la servitude ont leurs arguments. Ceux qui sont contre le franc CFA ne sont pas pour le chaos monétaire. Ils disent juste que nous voulons le développement et nous voulons avoir une monnaie qui permet ce développement-là. Mais on ne veut pas d'une monnaie comme le Naira ou bien comme la monnaie guinéenne. Ce qu'il faudrait, c'est relâcher certaines contraintes en fait associées au système franc CFA et tendre graduellement vers la monnaie unique CEDEAO. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que de manière générale, ceux qui sont pour le maintien du franc CFA, ils ont juste des arguments pragmatiques. C'est-à-dire, ils disent le franc CFA, c'est bon, c'est stable, et donc voilà.
Si vous sortez, vous serez comme la Guinée. Mais le problème, c'est qu'au moment des indépendances, il y a eu des pays qui faisaient partie de la zone franc, qui en sont sortis et qui sont dans une situation beaucoup plus enviable que tous les pays de la zone franc. Par exemple, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie étaient tous dans la zone franc. C'est pourquoi nous invitons au débat. Mais un débat dépassionné. Le débat est ouvert et les idées ne manquent pas. Je ne pense pas qu'il faille réellement se départir d'une manière très brutale. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que la masse monétaire dépend du PIB. Et ça, c'est pas facile de l'éliminer. Ce qu'on peut faire, c'est de négocier à nouveau, à mon humble avis, avec les Français. N'oubliez pas qu'au niveau du compte du Trésor public français, nous avons nos réserves là-bas. Et ça, c'est pas normal. Dans tous les pays du monde, jamais une banque centrale ne puisse avoir un compte d'opération dans la caisse de l'État. Donc on doit tout faire pour éliminer cette caisse de l'État dans un premier temps. Ce n'est pas demain, la veille de la fin du débat, mais il a le mérite d'être posé plus de 70 ans après. Arrivera-t-on à réformer le franc CFA ou irons-nous vers une autre monnaie unique? Un débat animé dans toute la zone franc. Après le débat sur le franc CFA, nous parlerons de la journée internationale de la douane. Cette journée a été célébrée à Dakar, à l'instar de leurs collègues du monde entier. La douane sénégalaise de la justice ont apprécié à sa juste valeur l'actualité du thème et sa pertinence eu égard à l'option démocratique que notre pays a mise en place. Dans les différents discours prononcés par le substitut général près la Cour d'appel, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, monsieur le procureur général et même monsieur le premier président de la Cour suprême, on a défini les nouveaux droits. Ces nouveaux droits sont définis dans la Constitution. Il s'agit du droit à un environnement sain, il s'agit du droit à un foncier, au foncier bâti. Il s'agit surtout du droit des populations sénégalaises à disposer de leurs ressources naturelles. C'est clair, le président de la République est revenu pour l'application effective de ces droits. C'est un thème d'actualité. C'est un thème d'actualité qui marque une évolution dans l'émancipation de notre justice à travers certaines réformes fondamentales portées par la nouvelle Constitution. En tant que magistrat, en tant qu'ancien membre de la Cour suprême, j'ai été également très attentif au discours prononcé par le premier président de la Cour suprême, qui a replacé la justice dans son contexte et qui a redéfini le rôle du magistrat dans la société. Le thème d'abord a beaucoup retenu mon attention parce qu'il porte sur une question d'actualité, les nouveaux droits. Certains Sénégalais avaient pensé que derrière ce concept se cachaient des choses qu'on ne pouvait pas expliciter. Je pense qu'il est clair, d'ailleurs depuis très longtemps, que dans les nouveaux droits, il n'est pas question de droits pour les homosexuels, que les nouveaux droits portaient sur le droit que pouvait revendiquer le citoyen de disposer d'un environnement sain, le droit aussi de pouvoir jouir des ressources naturelles du Sénégal, mais aussi le droit de pouvoir disposer de terres pour soi-même dans des conditions que la loi se fixera, se déterminera. C'est un thème d'une brûlante actualité. Les nouveaux droits dans la Constitution, c'est une Constitution qui a été récemment adoptée, c'est en mars 2016, on est en janvier 2017, donc c'est tout à fait nouveau. Maintenant, ce qu'il y a lieu de relever, c'est que cette nouvelle Constitution, en tout cas, embrasse des questions assez intéressantes par rapport aux droits et libertés des citoyens. Lorsque ça pose les droits fondamentaux des citoyens, c'est nécessairement intéressant, notamment les droits à un environnement sain, un droit à la propriété foncière et un droit aux ressources naturelles. Donc vous savez, chacun de ces sous-thèmes-là pouvait servir de sujet pour la rentrée solennelle des cours et tribunaux. C'est vous dire simplement qu'il s'agit d'un sujet qui était assez vaste, mais il fallait pour nous circonscrire, de sorte que l'on ne puisse pas dépasser un certain nombre d'heures. C'est un sujet assez vaste, un sujet circonscrit pour effectivement répondre aux besoins des citoyens. Et c'est Nafissatou Diouf qui a recueilli les propos de ces différentes personnalités, rapprocher la justice et surtout le barreau de tous les Sénégalais. C'est le vœu
formulée par le bâtonnier pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'équité territoriale est un des chevals de bataille du président de la République. Maître Sidiki Kaba répond ici aux questions de Nafissatou Diouf. D'abord, je pense que c'est une question très importante qui a été abordée. Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a insisté sur la notion d'équité territoriale. Il est important qu'il n'y ait pas de discrimination du point de vue du droit entre les différents citoyens selon qu'on est né à Dakar ou dans certaines grandes régions ici et ceux qui sont dans les zones périphériques. Il a longuement insisté sur ça. Une des pistes de réflexion entre le barreau du Sénégal et donc le gouvernement, c'est de voir dans quelle mesure on peut permettre aux avocats d'aller s'installer dans des zones qui ne sont pas seulement Dakar, où l'essentiel de l'activité est là. Cela suppose qu'il faudrait évidemment agir sur le montant de l'indemnité juridictionnelle, l'aide juridictionnelle donnée aux avocats pour soutenir les personnes les plus démunies. Cela signifie également aussi qu'il faudrait voir dans une certaine mesure comment on peut développer l'activité économique dans toutes ces régions. Bref, une réflexion d'ensemble afin d'atteindre l'équité territoriale. Et puis ce communiqué de presse signé par Mansour Eliman Khan en charge des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Le ministre communique qu'un accident s'est produit sur la route nationale dans le département de Malem-Hodar, région de Kaffrine, dans la matinée de ce jeudi 26 janvier 2017 vers 8h40. Un camion-citerne provenant du Mali et un mini-car de 19 places immatriculé au Sénégal qui roulait dans le sens de Kaffrine, Malem-Hodar sont rentrés en collision. La RTS nouvelle et dernière édition de ce jeudi 26 janvier 2017. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. En ouverture, le chef de l'État a effectué un déplacement à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor pour accompagner Adama Barrow. Le président gambien est rentré à Banjul après 10 jours passés à Dakar. Il avait les honneurs et avec la présence des autorités de la République. Omar Nying était à l'aéroport. En mobilisant la République pour accompagner le président Adama Barrow, le président Macky Sall élève encore la barre. Pendant 10 jours, il l'a accueilli à bras ouverts, répondant favorablement à la demande de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est le moment pour le nouveau président gambien de retourner au pays. Moment solennel. Les honneurs en témoignent. Dans le cœur du président gambien, une forte émotion, certainement, pour avoir reçu la solidarité légendaire d'un pays frère, avec l'accompagnement d'un président qui a été jusqu'au bout dans son engagement en faveur du retour de la légalité constitutionnelle dans ce pays frère. Une Gambie déjà prête pour accueillir Adama Barrow qui a quitté Dakar dans l'après-midi à bord de cet appareil de l'armée sénégalaise. Ce départ marque ainsi la fin de l'exil de Adama Barrow au Sénégal. Le président gambien a quitté Dakar pour son pays, la Gambie. Son départ a été organisé dans la plus grande discrétion. Fanta Badji était à la résidence où le président Adama Barrow était logé avec toute sa famille. 12 heures aux Almadies dans une villa cossue. À l'intérieur, le président Barrow avec sa famille et ses proches. La résidence est hautement sécurisée par l'armée et la gendarmerie sénégalaise. Sur place, tout est calme. Parfois, quelques membres de la famille entrent et sortent. Ils font monter leurs bagages dans ce camion du bataillon du train, aidés par les éléments de l'armée. 30 minutes avant,
Les affaires du président étaient acheminées à l'aéroport pour enregistrement. Pendant 2 tours d'horloge, rien ne bouge. La présence de la garde rapprochée à quelques jets de pierre de la résidence renseigne sur l'imminent départ de Adama Barrow. 15 heures, l'entourage proche du président s'active avec des éléments de la BIP. La dizaine de véhicules stationnés devant manœuvre. Cette petite agitation annonce la sortie du chef d'État gambien. 15h17, apparition des premières dames et des proches parents. Le protocole organise des départs. Pendant ce temps, les va-et-vient s'accentuent. À l'angle de la rue, la garde rapprochée est en position et attend le signal. 15h30 pile, le président Barrow sort de la résidence, direction l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où l'attendent le président Macky Sall et l'avion qui va le ramener en Gambie. Le film du départ du président Adama Barrow, le président Adama Barrow qui est bien arrivé sur ces images à Banjul, le président gambien, comme vous le voyez, à bord de cet avion qui a atterri à Banjul. Il a été accueilli à son arrivée par une liesse populaire. Adama Barrow était au Sénégal depuis 10 jours, retranché à Dakar dans l'attente du départ de l'ancien président Yahya Jammeh qui contestait les résultats des urnes après avoir échoué à l'élection présidentielle du 1er décembre dernier. Et justement, la répartition des revenus tirés des ressources pétrolières fera bientôt l'objet d'une loi qui va s'inspirer des meilleures pratiques dans le monde. C'est pour permettre aux populations de bénéficier des richesses qui seront issues de l'exploitation des ressources naturelles, comme le prévoit la nouvelle constitution à travers les nouveaux droits du citoyen sénégalais. Le sujet était au cœur de l'audience solennelle de la hauteur du village de Badianen. Le bilan de cet accident de la route est de 16 morts et 16 blessés, dont 13 graves. Les blessés sont pris en charge au niveau des hôpitaux de Kaffrine et de Kaolack. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, M. Mansour Eliman Kane, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et il souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Cependant, le ministre en charge des Transports terrestres condamne les comportements dangereux des conducteurs sur les routes, car l'accident, en l'occurrence, serait dû à un dépassement risqué tenté par le conducteur du minicar de transport qui avait à son bord 29 passagers au lieu de 19 autorisés, soit une surcharge de 10 personnes. Le ministre rendra visite aux blessés ce vendredi 27 janvier 2017 à Kaolack et à Kaffrine pour leur témoigner la compassion de l'État du Sénégal et toute l'attention affective que le président de la République et le gouvernement accordent à ce drame. C'est un communiqué signé Mansour Eliman Kane, le ministre en charge des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, vers la création de 200 nouvelles petites et moyennes entreprises au Sénégal et le renforcement de l'existant. L'Agence française de développement vient de mettre sur la table 10 milliards de francs CFA pour accompagner la mise à niveau et le renforcement du tissu des petites et moyennes entreprises, et ce, dans 3 régions du Sénégal. Près de 5000 emplois attendus. C'est ce qui ressort de la signature de conventions en présence des autorités de l'Agence française de développement et du ministère en charge de l'économie, des finances et du plan. Détails et explications avec vous, Abibou Maïa. 209 injectés dans les entreprises sénégalaises, un nouveau souffle pour faire tourner les machines des petites et moyennes entreprises. La signature apposée de l'AFD indique la voie tracée par le ministre de l'économie et des finances pour booster l'économie sénégalaise à travers la mise à niveau des PME, surtout celles situées dans les zones de départ des migrants.
Stopper ce phénomène, c'est d'abord mettre les conditions de travail et de création de richesses à travers les paiements. Le premier projet est une subvention de 9,812 milliards destinée à pérenniser les activités du programme de mise à niveau des entreprises sénégalaises initié depuis 2005 par le gouvernement du Sénégal. Il favorisera ainsi l'extension de la couverture nationale des programmes de mise à niveau des entreprises dans les régions les moins prospères, qui sont aussi les principales zones de départ des migrants. Casamance, Vallée du fleuve Sénégal, Louga, Matam, Sud-Est. L'Agence française de développement, très active, consolide la coopération franco-sénégalaise, dont les 24 conventions de financement depuis le groupe consultatif de Paris avoisinent les 327 milliards. Cette convention vise à rendre plus performantes les paiements. Cet appui à hauteur de un peu plus de 15 millions d'euros, 9,8 milliards de francs CFA. Et ce programme de mise à niveau contribue au développement du tissu des PME sénégalaises. C'est de soutenir la création de richesses nationales, d'emplois locaux. C'est tout à fait conforme à l'objectif du plan Sénégal émergent. Nous voulons contribuer à la création d'un tissu de PME sénégalaises solides qui participe au rayonnement, à l'attractivité du Sénégal. Quant au bureau de mise à niveau, il table déjà sur des centaines de nouvelles paiements et des milliers d'emplois. Aujourd'hui, l'objectif est de créer pratiquement 200 nouvelles entreprises pour les 4 prochaines années, sans compter qu'il faudra renforcer les entreprises existantes. Et donc, c'est dire que l'objectif est ambitieux. Il s'agit de valoriser les potentialités locales. Donc, l'emploi sera au cœur de cette stratégie. L'emploi sera au cœur de cette nouvelle relation de confiance entre l'AFD et le gouvernement du Sénégal à travers le bureau de mise à niveau. Mais l'emploi aussi sera la finalité. La deuxième convention, estimée à 334 millions de francs CFA, est orientée vers les collectivités locales pour les renforcer dans la mobilisation des ressources fiscales locales. Principal bénéficiaire, le projet d'appui à la gouvernance des institutions publiques, PAGIS, pour ouvrir une nouvelle page. Nous restons dans l'environnement de la finance. Depuis les années 1940, nos pays n'ont connu que cela, le franc CFA. Autrefois, franc des colonies françaises et africaines, la rentrée des cours et tribunaux qui s'est ouverte à la Cour suprême. Le récit de Pape Biram Biguenyaï. C'est un rendez-vous annuel, une tradition républicaine. L'audience solennelle des cours et tribunaux, dans ce haut lieu de la magistrature où le glaive de la justice trône et traduit toute la puissance de la loi. À la Cour suprême, le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, réitère sa volonté de moderniser la justice avec le renforcement de son indépendance et sa capacité à garantir l'état de droit. C'est aussi l'occasion de mesurer toute la portée des nouveaux droits du citoyen, validés au soir du référendum de mars 2016 avec la réforme constitutionnelle afin d'assurer son application effective. L'alinéa 1 de l'article précité dispose « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration des conditions de vie. Les peuples ont donc la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations qui ne peuvent en être privées. Cette disposition constitutionnelle est en phase avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui vise les ressources naturelles pour faire de leur libre disposition un droit fondamental dit de troisième génération. » Tout doit alors être mis en œuvre pour éviter la spoliation de ces ressources naturelles au détriment du peuple. C'est sans doute cela qui explique les principes et objectifs à valeur constitutionnelle prévus à l'article 25-1, qui sont autant d'exigences à la charge des pouvoirs publics pour garantir et encadrer la souveraineté du peuple sur ses ressources naturelles. La gestion des ressources naturelles, qui en principe doit favoriser le développement durable, a, dans certains pays, occasionné des troubles graves,
voire une guerre civile ou des incidents diplomatiques majeurs entre pays voisins. Monsieur le Président de la République, face à ces dangers potentiels, vos initiatives nous rassurent. Nous nous réjouissons de constater que dans le sens de l'anticipation des défis éventuels, vous mettez progressivement en place un dispositif adéquat. Innovation d'une réforme majeure qui vise à bâtir une société libre et prospère avec l'effectivité des nouveaux droits, permettre aux populations de bénéficier des ressources naturelles du pays, dont la plus grande transparence. J'accorde une importance particulière à la bonne gouvernance et à la transparence dans la gestion des ressources minérales. C'est cette même préoccupation d'une gouvernance qualitative du secteur extractif qui explique la création du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Petrogaz, dont la finalité est de favoriser l'exploitation optimale de nos ressources pétrolières et gazières au bénéfice des populations. En effet, la création du COS-Petrogaz traduit ma volonté d'assurer une gestion responsable et durable de nos ressources pétrolières et gazières en mettant l'accent sur la répartition équitable des revenus entre les générations actuelles et futures. Dans un avenir proche, nous soumettrons un projet de loi sur l'utilisation des revenus futurs du pétrole et du gaz selon une clé de répartition qui préserve l'intérêt des générations futures. C'est parce que les ressources naturelles appartiennent au peuple que le président de la République Macky Sall a décidé, à travers cette réforme constitutionnelle, d'accorder aux citoyens le droit aux richesses provenant de cette exploitation. Et dans cette perspective, le barreau du Sénégal compte jouer sa partition et répondre ainsi à l'appel du chef de l'État à travers son implication dans les négociations de signature des contrats. La réforme vise également à préserver le patrimoine foncier des populations, surtout en milieu rural. Plus de justice sociale, avec une répartition équitable des fruits de la croissance, c'est cela l'ambition du président Macky Sall qui prône l'équité dans la gestion des affaires publiques. Les nouveaux droits dans la Constitution, c'est le thème que le chef de l'État a proposé pour la rentrée solennelle des cours et tribunaux des observateurs et